les enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle d'un tueur en série indien, Raman Ragav, aussi connu sous le nom de Jack the Ripper, qui a tué une quarantaine de personnes. Alors, ça vous dit d'en découvrir plus sur lui? C'est parti! Raman Ragav naît en 1929 et c'est tout ce qu'on sait de son enfance. En effet, je n'ai pu trouver aucune information sur ses parents, ses frères et sœurs. Je sais seulement qu'il a eu une sœur et qu'il a grandi dans une petite ville au sud de l'Inde qui s'appelle Tamil Nadu. Apparemment, un homme qui a été interrogé pour un journal de Pioneer a affirmé qu'il avait grandi avec Ragav et que ce dernier n'aimait pas vraiment l'école. D'ailleurs, il a arrêté très jeune, on ne sait pas à quel âge, mais il a arrêté très jeune l'école et qu'en plus de ça, dès son plus jeune âge, il commençait déjà à voler. Ragav était renfermé sur lui et il était très soucieux de son apparence. Il voulait avoir une belle peau, il l'hydratait avec de l'huile de coco, il voulait que ses cheveux soient toujours bien peignés et très beaux. Et chose assez rigolote, si je peux dire ça comme ça, il emportait toujours avec lui un petit miroir, histoire de checker de temps en temps son apparence, juste pour être sûr que tout était ok. Celui qui a grandi avec lui a également affirmé que Ragav avait eu pendant un temps un colocataire qui était décédé et dont la mort n'avait pas vraiment fait l'objet d'une enquête, donc on ne sait pas trop si Ragav a quelque chose à avoir dans sa mort ou pas. Ragav s'était également marié avec une fille qu'il fréquentait, mais il a complètement cassé son mariage en allant en prison. Et s'il est allé en prison, c'est parce qu'il avait violé et poignardé sa propre sœur. Après sa sortie de prison, il vit à Pune, dans le sud-est de Mumbai, et c'est la 9e ville la plus peuplée d'Inde. Ragav n'arrivait pas à conserver un emploi stable. Par conséquent, pour vivre, il avait l'habitude de voler. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, en 1961, beaucoup de personnes et de familles ont perdu leur maison suite à des inondations et au débordement de la rivière Muta. Et par conséquent, il y a eu une augmentation du nombre de sans-abri. Ragav a déménagé peu de temps après dans le nord-ouest de Mumbai et il a commencé à errer. En fait, il marchait très souvent seul dans les rues bondées de Mumbai et toujours avec un parapluie à la main. Comme il était décrit comme quelqu'un de très propre sur lui, personne ne se doutait que ça pouvait en fait être un tueur en série, d'autant plus qu'il n'était pas trop fan des bagarres et qu'il n'était pas du tout rancunier, donc il ne cherchait pas vraiment les disputes, les bagarres. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de tout à fait normal. En 1965, une série de meurtres a éclaté dans les Eastern Suburbs de Mumbai. En fait, les personnes qui dormaient là ont été battues à mort avec des armes de fortune et même les chiens errants ont été tués. Il y a eu un témoin oculaire qui était lié à une victime qui est allé à la police pour faire une description du sans-abri et la description correspondait à Ragav. Cependant, après avoir été interrogé, Ragav a tout simplement été relâché par manque de preuves et cette année-là, c'est un total de 19 personnes qui ont été sauvagement attaquées et tué. Pendant les 3 années suivantes, le tueur n'a pas recommencé, mais les habitants de Mumbai avaient tout de même peur car en fait, ils ne connaissaient ni le visage ni le nom de ce tueur et ils ne savaient pas quand est-ce qu'il allait frapper de nouveau. Si bien que les habitants ne veulent plus dormir la fenêtre ouverte et encore moins dormir dehors. En 1968, cela recommence et les enquêteurs galèrent un petit peu parce qu'ils n'ont ni preuve ni information qui leur permettrait de traquer le tueur. La seule information dont ils disposent est que le tueur ne vit pas dans la ville et qu'il attend la nuit pour sévir. Bon, c'est pas une information qui va beaucoup les aider. En plus, le tueur n'avait aucun type de victime, parce qu'on a vu que les tueurs en série en général, ils avaient un certain type de victime. Non, lui, il tuait aussi bien des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés. Et une fois que ces victimes étaient mortes, souvent ils mangeaient ce qu'ils avaient ou alors ils les volaient et parfois même, quand c'était des femmes, ils pouvaient aussi les violer. Le détective Alex Fiallo a dit que ces meurtres étaient sans motif et que la violence infligée à ses victimes était complètement disproportionnée par rapport à ce qu'il pouvait en retirer, puisqu'une fois qu'il avait tué ses victimes, il les volait ou il mangeait ce qu'ils avaient, mais il n'avait pas forcément un appât du gain par exemple
donc la violence infligée était complètement disproportionnée. Pratiquement tous les jours, il y avait un nouveau corps de découvert et donc un nouveau meurtre à résoudre, et les habitants de Mumbai ont commencé à se dire que le tueur avait peut-être des super pouvoirs, théorie assez bizarre, et que donc il pouvait se transformer en perroquet ou en chat. À ce moment-là, c'est 2000 policiers qui patrouillent la nuit. Et cette patrouille ne va pas être sans conséquence puisque les personnes qui rentraient tard du travail, donc des innocents, pouvaient se faire battre pour simple motif qu'ils étaient dehors à partir d'une certaine heure. Forcément, les habitants avaient de plus en plus peur. Peur d'une part de se faire tuer par un tueur en série dont ils ne connaissaient ni le nom ni le visage, et peur également de rentrer trop tard du travail et de se faire battre par des policiers parce qu'ils étaient dehors. Le détective a reconnu Raghav grâce à des photos. En plus de ça, il savait que ce dernier était connu par les services de police pour des vols et qu'en 1965, il avait été interrogé pour meurtre. Il a d'ailleurs dit « J'étais en train d'attendre le bus et j'ai vu un homme bien bâti, en short kaki et un long t-shirt bleu qui était en train de marcher vers moi. Un truc sur l'homme m'a interpellée et j'ai décidé de le suivre. Quand il est passé à côté de moi, il a jeté un coup d'œil parce que je portais l'uniforme. Il m'a regardé encore une fois et je suis devenue suspicieux. Alex Fiallo observe aussi que Raghav a du sang sur son t-shirt et son short, que ses chaussures sont sales et encore plus étrange que son parapluie est mouillé alors que ce jour-là à Mumbai, il n'avait pas plu. Ils ont bien évidemment pris les empreintes de Raghav et se sont rendus compte qu'elles correspondaient aux empreintes qui avaient été retrouvées sur d'autres scènes de crime. Donc enfin, ils avaient arrêté le tueur qui effrayait toute la ville. Le suspect prétendit s'appeler Raman Raghav, mais plusieurs dossiers révélèrent qu'il a eu des noms d'emprunts comme Cindy Dalwai, Talwai, Anna, Tambi et Veluswamy. Raghav est arrêté selon la section 302 du code pénal indien pour le meurtre supposé de 2 personnes. Désolée pour les noms, je vais écorcher. Lalchand Jagana Yadav et Doular Jagi Yadav, qui venaient tous les deux du village de Chinchalui, dans le Grand Mumbai. Les enquêteurs ont tout essayé pour faire avouer Raghav, mais ce dernier ne voulait pas. Ils ont même été jusqu'à le torturer. Jusqu'à ce qu'à un moment, un officier lui demande ce qu'il voulait manger. Raghav répond un poulet au curry, il lui apporte le plat, Raghav le mange, il est très heureux et ensuite, quand il a terminé, il dit aux officiers « Posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai ». Il avoue avoir tué 23 personnes en 1966 sur la ligne du Jeep, c'est le grand chemin de fer péninsulaire indien, et une douzaine de personnes en 1968. Cependant, il est très fort probable qu'il ait tué plus de victimes que ce qu'il a avoué. Il a conduit les enquêteurs sur toutes ces scènes de crime et il leur a montré son arme. Il s'agissait d'une sorte de tige en métal. Après ça, il a demandé une prostituée, ce qui lui a été refusé. Et il a aussi demandé à avoir un peigne, de l'huile de coco et un miroir. Et il me semble que ces choses-là lui ont été accordées. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a simplement répondu que Dieu lui avait demandé de le faire et lui avait expliqué comment le faire. Quelques jours plus tard, j'ai vu une cabane avec une famille qui dormait. J'ai coupé ce qui fermait la porte et frappé le mari avec une barre en fer, le tuant instantanément. La femme et les enfants se sont réveillés et ont commencé à crier. Je les ai tués aussi. Je pensais coucher avec la femme, mais quelqu'un est arrivé et je me suis enfuie. Le collier en or était en fait une imitation. J'ai vu un casque, un homme barbu dormait, la porte était ouverte, je l'ai frappé et il est mort sur le coup. J'ai pris sa montre, de l'argent et aussi des cacahuètes, un parapluie et une lampe torche. Quand son procès commence le 2 juin 1969, l'avocat de la défense explique que son client est incapable de se défendre en raison de sa fragilité mentale qui était déjà présente au moment des faits. Il a donc été observé du 28 juin au 23 juillet 1969 par des experts et la conclusion est la suivante: l'accusé ne souffre pas de psychose et n'est pas mentalement retardé. Sa mémoire est fragile. Il est conscient de la nature et du but de ses actes. Il peut comprendre la nature et l'objet des démarches contre lui et son aliénation n'est pas avérée. Avec cette opinion médicale, le procès continua et l'accusé plaida coupable. Un psychiatre de l'hôpital de Nerf fut cité comme témoin de défense car il avait déjà interrogé Raghav à la prison d'Arthur Road le 5 août 1969 et sa conclusion était que Raghav souffrait de schizophrénie paranoïde chronique. La défense déclara:
L'accusé a commis l'acte de tuer. Il connaissait la nature de l'acte, à savoir le meurtre, mais ne comprenait pas que c'était contraire à la loi. Bon, malgré tout, la sentence fut la peine de mort et Raghav ne fit pas appel. Alors, j'ai fait des petites recherches et pour la docteure Dina Cagliostro, la schizophrénie paranoïde est caractérisée par une prédominance positive des symptômes de schizophrénie, incluant bien évidemment les hallucinations et les illusions. La ligne entre le réel et l'irréel devient floue et donc le patient a du mal à vivre une vie normale. En général, ça commence entre 17 et 30 ans. En dehors de cette fourchette, c'est plutôt rare et ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur cette maladie. Afin de confirmer sa sentence, la Cour suprême de Mumbai demande la création d'un comité médical spécial constitué de 3 psychiatres qui vont devoir dans un premier temps déterminer si l'individu est bien schizophrène et dans un second temps si, à cause de sa fragilité mentale, il ne peut en effet pas se défendre. Le comité a interrogé Raghav à 5 reprises pendant à chaque fois 2 heures et la dernière fois qu'il les a vus, il a refusé de leur serrer la main car selon lui, ils étaient des représentants de Kanun, de Dieu, et donc il ne voulait pas toucher des personnes mauvaises de ce monde. Ce qui est à retenir de ces 5 entrevues, c'est qu'il a des idées de référence et des illusions solidement ancrées et systématiquement de persécution et de splendeur. Les illusions qu'il ressentait étaient comme suit. Il y a 2 mondes distincts, le monde de Kanun, donc Dieu, et le monde dans lequel il vit. Il avait une croyance fixe et irréfutable que les gens essayaient de changer son sexe mais qu'ils n'avaient pas réussi parce qu'il était un représentant de Kanun. Il avait une croyance fixe et irréfutable qu'il était une puissance, un Shakti. Il croyait fermement que d'autres personnes essayaient de lui faire des tentations homosexuelles, de sorte qu'après avoir succombé, il soit transformé en femme. Selon lui, des rapports homosexuels le convertiraient en femme, et il répétait sans cesse qu'il était un homme à 101%. Il croyait que le gouvernement l'avait amené à Mumbai pour commettre des vols et des actes criminels. Et enfin, il avait une croyance irréfutable qu'il y avait 3 gouvernements dans le pays, le gouvernement d'Akbar, le gouvernement britannique et le gouvernement du Congrès, et que ces gouvernements essayaient de le persécuter et de le tenter. On est bien d'accord que c'est difficile d'interpréter tout ce qu'il disait. Dans son jugement du 4 août 1987, la Cour suprême a changé sa sentence et l'a ramené à la prison à perpétuité parce qu'ils se sont tout simplement rendus compte qu'il avait une maladie mentale incurable et donc il a été gardé jusqu'à la fin de sa vie à la prison de Yerwada. Comme il souffrait de problèmes de reins, il est décédé quelques mois plus tard à l'hôpital de Pune. Raman Raghav est vraisemblablement le pire et le plus terrifiant tueur en série indien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire et si vous l'avez bien aimée. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.